Bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe Télévision. Bonsoir, Innocent Nazaire. Bonsoir la fleur signée, good evening to you as well. The viewers thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Equinoxe Television. In our headlines, the divisional officer of Bamenda 2 subdivision who was appointed to serve in another division in the part of the country. The mortal remains have so far been removed from the mortuary in Limbe. The funeral took place at the Limbe Centenary Stadium this day, attended by administrative authorities. It should be remembered he was shot in Limbe at close range by armed men on July 17th. He later died on the 29th of July. We'll tell you more in this newscast. Plus Cameroonians who are being taken for slaves as they continue seeking for jobs, notably out of the country. We'll be showing you the deplorable conditions in which they are being treated by those who call them and promising them jobs. Those are headlines. À la une de ce journal, c'est une violence indescriptible dont a été victime Joseph Francis au quartier Efoulane à Yaoundé. L'enseignant de 41 ans a été brutalement assassiné pour avoir réclamé son téléphone portable dérobé par un malfrat résidant dans son quartier. Un assassinat odieux qui suscite colère et consternation chez les riverains. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, arrestation arbitraire au Cameroun, l'activiste Jean-Jacques Banjoun continue de croupir dans la cellule de la prison centrale de Newbel. Partisan du professeur Maurice Kamto, il a été incarcéré pour avoir défendu ses opinions en totale contradiction avec les déclarations du président de la République. Son avocat maître Fabien Keigné dénonce un abus de pouvoir et réclame sa libération immédiate. On en parle dans ce journal, c'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur Équinoxe Télévision. En vertu de ce journal, à Yaoundé, un enseignant de 41 ans a été brutalement assassiné pour avoir revendiqué son téléphone portable. La victime, Joseph Francis Ndo, allait réclamer son bien à un voleur du quartier lorsqu'il a été soumis à une bastonnade mortelle impliquant des militaires et des habitants du quartier. Un crime crapuleux qui a conduit à l'arrestation de plusieurs suspects. Le reportage est signé Marcelin Gansop. Dès l'entrée de la concession familiale, située à moins de 500 mètres de la mairie de Yaoundé 3, le portrait de Joseph Francis Ndo nous accueille. Tout au bas, un message triste qui résume les circonstances de sa mise à mort. Une mise à mort qui s'est déroulée à moins d'1 kilomètre. Nous y allons à pied en traversant les rails. Au bout de 5 minutes, nous voici sur la scène du crime. C'est ici que le jeune enseignant a été pris à partie, alors qu'il réclamait son téléphone, arraché quelques minutes plus tôt par un enfant du quartier. Le monsieur qui a arraché le téléphone, il se disait qu'il a sémé sa personne. À sa grande surprise, il est étonné que quelqu'un a été frappé devant leur porte. Il est surpris et étonné de voir mon frère devant lui. C'est donc quand il dit le même homme téléphone, une autre bagarre dégénérée là. Son papa est sorti, il s'est mis à crier au voleur. La zone est habitée par des militaires. L'un d'eux est d'ailleurs le bailleur de celui par qui le malheur est arrivé. Curieusement, ces hommes en tenue ont eux aussi participé à la mise à mort de Joseph Francis Ndo, arguant de ce que le défunt voulait voler ce compteur. C'est comme ça qu'il réussit à s'échapper, à s'exculper de ces bourreaux-là. Il y avait une porte qui était ouverte, c'était la porte du militaire. Il ne savait même pas que c'est un militaire qui résidait dans cette maison. C'est comme ça qu'il s'infiltre à l'intérieur. C'est ce monsieur-là qui ressort encore avec lui pour lui livrer la verdict populaire. Et c'est même le siège militaire qui tapait avec la machette qui lui a coupé le tendon d'Achille, oui, parce qu'il s'est vidé de son sang. Après avoir subi toutes sortes de tortures et sévices corporels, la victime est jetée dans cette rigole, avant d'être par la suite exposée à cet endroit comme un trophée de guerre. Le corps était complètement abîmé. Il avait des mutilations sur lui, des plaies ouvertes avec la machette. Ce sont des coups de machette qui sont passés sur lui. Et il y a des endroits sur lui où j'ai constaté comme s'il avait dû faire repasser des impacts qui sont sur son corps. Si l'arracheur de téléphone court toujours, ses parents, les deux militaires, ainsi que d'autres participants à la vindicte populaire sont aux arrêts.
et vient d'être déféré devant le procureur. Il y a 7 qui courent encore et 7 sont déjà déférés. Ils ont été déférés hier. Oui, il y a 2 hommes en tenue à l'intérieur. Il y avait un monsieur de la garde présidentielle, et un monsieur de l'armée des terres. Je souhaite que justice soit faite pour l'assassinat de mon frère. La zone est réputée dangereuse, malgré la forte présence des hommes en tenue. Il se murmure que ces derniers sont de connivence avec les bandits du quartier, dont les forfaits ne se comptent plus. Avec tous les hommes en tenue qui ont cette zone-ci, les gens devaient être vraiment en sécurité. Mais avec ce qui s'est passé ici, nous-mêmes, on est sans voix, ça nous fait tellement mal. Depuis, les gens se plaignent qu'il y a les agressions ici, beaucoup. C'est fréquent. On veut vraiment qu'on mette la main sur ces jeunes. Soit ce sont des jeunes, soit on ne sait pas. Ça fait vraiment mal. Moi, j'aurais voulu qu'on rafle toute la mini-cité et qu'ils aient témoigné là-bas. Parce que la preuve en est que les petits enfants en parlent. On nous envoyait pour puiser de l'eau et on le frottait. Et ils disaient même, je vous en prie, ne me tuez pas, je suis du quartier. En attendant le programme des obsèques, la dépouille de Joseph Francis Ndo a été déposée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Âgé de 41 ans, le défunt officier comme surveillant général dans un établissement privé de la capitale. Choc et consternation après la découverte du corps sans vie d'une jeune femme au quartier Banen à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Le corps de la victime, âgée d'une 40aine d'années, a été retrouvé dans son appartement dans un état de décomposition avancée. Selon les témoignages, son compagnon aurait tenté de cacher son décès. Le reportage est signé Robert Mokoubé, Estemanuela Anon et Dani Warenze 2. Un drame s'est produit dans le quartier Banen de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Une jeune femme a été retrouvée morte dans la maison qu'elle partageait avec son mari. Les voisins n'avaient plus vu la dame depuis plusieurs jours. Et c'est finalement l'intervention du propriétaire des lieux qui a permis de découvrir le corps sans vie de la jeune femme. Pourtant, le mari affirmait mordicus que sa femme dormait simplement. Hier soir, je me fais comprendre que mais la dame là est que malade, que comment jusqu'à tu ne veux pas que les gens la rendent visite. Et me fait comprendre que non, il n'y a pas de problème, Dieu est vivant, Dieu est vivant. Ma mère, dans la panique, elle s'est retrouvée à la maison pour nous appeler et prendre sa carte d'identité. Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, elle a interpellé le monsieur qui avait fermé sa maison et son portail. Vu qu'un locataire avait déménagé, il a laissé le double des clés. J'ai pris le double des clés, j'ai ouvert la porte. Avec la panique, il a commencé à dire qu'elle dort, elle dort. Mon frère et moi, nous sommes entrés dans la chambre où était couchée la défunte, que nous avons retrouvée morte. Le corps tout blanc, les yeux déjà fermés. Mais le monsieur en question disait toujours qu'elle est en train de dormir. Elle est malade, elle est en train de dormir. Selon la clinique située au rez-de-chaussée de l'immeuble où le couple habitait, le mari s'était présenté quelques jours auparavant pour demander des soins de santé pour sa femme souffrante. Cependant, la clinique avait refusé de la prendre en charge, jugeant son état critique, puisqu'elle avait déjà été référée à l'hôpital Jamo de Yaoundé par la Quintini. Mais comme il disait qu'il n'a pas de l'argent, qu'il n'aura pas l'argent pour soigner de la femme là-dedans, il faut qu'on vienne un peu, on essaie un peu de donner quelque chose qui va un peu remonter la femme. On a dit que non, à notre niveau. S'il est arrivé loin là-bas, non, ce n'est pas à notre position de donner quelque chose. Donc, ça fait 2 jours maintenant, ce matin, que la nouvelle nous arrive que la dame là est morte là-bas en haut. Et quand on monte, on voit qu'elle était supervision, suivie par un infirmier du quartier. Pasto, comme se fait appeler le mari, serait en réalité un récidiviste. La population locale, très en colère, exige que les autorités fassent la lumière sur les circonstances du décès de la jeune femme. Cette dame étant malade quand elle est sortie de la prison, elle finissait comme le savon qu'on a mis dans l'eau chaude. Il faudrait que la justice fasse son travail. Aidez-nous que justice soit faite. Pour élucider les causes réelles du décès de la jeune femme, une autopsie est prévue. Le 29 août 2024, le corps de la petite Orphée a été retrouvé dans une maison en construction à Bonapriso à Douala. Un an plus tard, les circonstances de sa mort demeurent inconnues et les enquêtes piétinent. Son père Émile Gaston, disparu lui aussi dans un tragique accident de la circulation, a longtemps interpellé les autorités administratives afin que justice soit rendue. Une bataille que les proches des défunts continuent de mener aujourd'hui. Lors d'une messe en hommage, ils ont profité pour interpeller les autorités administratives. Le reportage est signé Clarisse Fotso, j'y reste pas.
allons nous mobiliser pour qu'une fois que ces gens, parce que nous avons la conviction qu'ils seront arrêtés et traduits devant les tribunaux, une fois que cela sera fait, nous allons continuer notre plaidoyer pour qu'ils obtiennent plus grande sentence et plus. Ces mots, Émile Gaston Bissot-Solo, le papa d'Orphée, les prononçait il y a un an avec le regard tourné vers la justice. Mais 10 mois après l'assassinat de sa fille, il s'est lui aussi éteint tragiquement dans un accident de la circulation, sans avoir la moindre réponse. Orphée n'avait que 5 ans. Elle avait été abusée sexuellement, son corps inerte, retrouvé le 29 août 2024 dans le sous-sol d'un immeuble en pleine construction au quartier Bonapriso. En cette triste soirée qui marque les 1 an de la disparition de Orphée, il est de bon temps de dire que nous sommes encore là parce que nous continuons de réclamer justice et de poursuivre le combat parce que jusqu'ici, il n'y a pas d'avancée notoire qui puisse nous permettre de soulager nos cœurs. Pour ce premier anniversaire de décès de la petite Orphée, le collectif Justice pour Orphée et proches de la famille se sont reliés à l'ancien domicile de ses parents si au quartier Bonapriso, puis à la paroisse Dominique Savio. Des gerbes de fleurs déposées, des sièges allumés en sa mémoire, en dénonçant la lenteur dans le traitement de ce dossier par la justice camerounaise. Des retours, des conclusions que nous avions du feu papa de Orphée, il n'y a pas eu de véritable enquête. Sinon, expliquez-moi pourquoi un événement comme celui-là puisse arriver et que ceux qui habitent tout autour, on ne les a jamais véritablement entendus. Aucune arrestation, rien du tout. Alors que l'enfant a été trouvé à un endroit qui pour un enfant n'était pas juste possible. Le collectif Justice pour Orphée appelle ainsi les autorités à se pencher sérieusement sur ce dossier et réaffirme leur détermination pour que la vérité éclate. Les membres de la famille ne baissent pas les bras. Pour ces derniers, le combat continue. Pour la petite, son papa et tous les autres enfants victimes d'innocence brisée. Aujourd'hui, malheureusement, le papa de Orphée, notre enfant pour qui nous continuons de réclamer justice, s'en est allé, meurtri par l'injustice de la justice des hommes. Il n'a pas pu voir et continuer jusqu'au bout ce combat. Le collectif Justice pour Orphée ici présent a continué et continuera de se liguer afin que la vérité et la justice puissent être mises autour de cette affaire. Nous interpellons le gouvernement et toutes les autorités de ce pays afin qu'elles puissent se pencher sur cette affaire. Nous leur demandons de mettre des bouchées doubles afin que les enquêtes puissent se poursuivre. Alors que la rentrée approche, triste pour les proches de Orphée de savoir qu'elle n'empruntera plus jamais le chemin de l'école, comme ses amis. À Douala 4e, les autorités administratives mettent les bouchées doubles en vue du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Tournée sécuritaire, mobilisation des forces de maintien de l'ordre et plan de désenclavement sont au programme. L'objectif étant d'assurer un scrutin sans incident dans cette partie de la ville. Hubert Michel Kameni, reportage. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, les préparatifs s'intensifient sur le terrain. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, Michel Oumarou, mène depuis le 20 août dernier une série de réunions stratégiques dans les villages de sa circonscription. Objectif, garantir un scrutin apaisé, transparent et sécurisé. Nous avons entrepris dans le cadre des préparatifs de la prochaine élection d'effectuer la ronde des villages et quartiers de notre unité, à l'effet non seulement de reconnaître physiquement les centres de vote nécessaires à une bonne planification sécuritaire, mais aussi et surtout adresser de près les enjeux sécuritaires liés à ce scrutin. L'objectif de tout ceci, c'est de remobiliser tous les acteurs autour de cet enjeu afin de garantir des élections calmes et sécurisées dans notre unité. Avec 380 bureaux de vote repartis dans 41 centres, Douala 4e représente un enjeu logistique et opérationnel. Conscient des défis, l'autorité administrative mobilise toutes les parties prenantes, autorités traditionnelles, chefs de bloc et de quartier, pour une coordination rigoureuse et sans faille. Nous avons donc pu identifier au cours de cette tournée tous les points névralgiques en termes de sécurité qui s'opposent et nous avons arrêté des stratégies et nous avons également précisé à l'attention de tous les acteurs le rôle précis qui est attendu d'eux. C'est au village Mbonambapé,
Dernière étape de sa tournée, que le sous-préfet réaffirme l'engagement de l'État à surmonter les obstacles d'inaccessibilité. Les dispositions sont d'ores et déjà prises pour permettre à chaque électeur de cette commune d'accomplir son devoir civique dans les meilleures conditions. Et nous le disions en titre, c'est une histoire rocambolesque, celle qu'a connue Jean-Jacques Mbadjoun, l'activiste pro-Camto croupi depuis plusieurs jours à la prison centrale de Newbel, incarcéré pour ses opinions. Arrêté fortuitement, il s'est retrouvé en prison parce qu'il a été identifié comme soutien du professeur Maurice Kamto. Son avocat maître Fabien Keigné dénonce un abus de pouvoir et appelle à sa libération. Le reportage est signé Achille Kamka. L'histoire de Jean-Jacques Mbadjoun dépasse tout entendement. Le jeune activiste voit sa vie basculer le 9 août 2025 lorsqu'il est arrêté à Bonabéry par des gendarmes en faction. Première curiosité, la raison de son interpellation. Fortuitement, il est interpellé devant un snack où il a été éjecté, n'est-ce pas, par un Camerounais. Au moment où ce Wamba lui dit qu'il va, n'est-ce pas, lui montrer de quel bois il se chauffe et qu'il va naturellement dormir en cellule. Ce qui est au départ un fait banal et stupide de trafic d'influence vire au cauchemar pour Jean-Jacques Mbadjoun. Le lendemain, ce Wamba se pointe à la brigade de recherche gendarmerie et dit qu'il vient chercher le petit. Il déclare aux agents en place que c'est un bon petit, il ne dérange pas. À ce moment, il est étonné qu'on lui dise, qu'on lui rétorque que non, le dossier n'est plus à son niveau. On est tombé sur son portable et on découvre qu'il est un sympathisant de Kamto. Incroyable rebondissement. Identifié comme un activiste pro-Kamto, auteur de plusieurs publications sur la toile dénonçant la malgouvernance et appelant à l'alternance au sommet de l'État, le jeune humoriste ne se débine pourtant pas devant les enquêteurs. Au contraire, il assume pleinement son statut et ses publications. Dans l'entretien qu'il accorde à maître Fabien Keigné, Jean-Jacques Mbadjoun décrit toutes les atrocités, insultes et sévices qu'il a reçus. Ces enquêteurs lui rapportent que il ira en prison voter et que c'est en prison qu'il va voter. On va lui montrer que le CEP peut mettre le master à terre. L'affaire Jean-Jacques Mbadjoun est rapidement expédiée au tribunal militaire et il est ainsi déféré à la prison centrale de Newbel. Qu'on ne perde pas de vue que son arrestation intervient dans le contexte, n'est-ce pas, de l'audience du Conseil constitutionnel. Vous comprenez que ce fait banal a révélé, n'est-ce pas, la société monstrueuse dans laquelle nous nous retrouvons. En conclusion, il faut bien se dire aujourd'hui que être, n'est-ce pas, militant du MSC ou sympathisant de Kamto est un crime, n'est-ce pas, justiciable par le tribunal militaire. Père de 2 enfants, dont le dernier n'est âgé que de 2 mois, Jean-Jacques Mbadjoun dit Maurice Kamto, qui croyait rêver jusqu'ici, médite sur son sort. Maître Fabien Keigné indique qu'il réunit les documents nécessaires afin d'exiger sa libération. Et ce reportage de Achille Kamga et Théophile que met fin à la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous, Innocent Nazé. Merci la fleur signée. Bonsoir une fois de plus à vous. And to you, viewers, good evening. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. We begin with this minor who was raped by an unknown individual months back, and the parents are demanding justice. They say they will stop at nothing to ensure that the perpetrator is identified and punished. We have details with Cedric Chakutu. Nous allons continuer notre plaidoyer pour qu'ils obtiennent plus grande sentence et plus. These words, Emile, Orphe's father, pronounced them a year ago with a look towards justice. But 10 months later, after the murder of his daughter, he also died in a tragic accident without even having an answer to his daughter's death. Orphe was only 5 years old. She had been sexually abused in an abandoned building on August 29, 2024 at Bonapriso, Douala 1 subdivision. A year later, family members and the collective Justice for Orphe gathered at the scene where the body of the 5-year-old girl was abandoned to give a last homage. On this sad evening, marking 1 year since Orphe's death, it's sad to say we continue to demand justice and continue the fight because so far there's been no significant progress that could ease our hearts. Then went to the Dominic Savio parish in memory of
Orphée. Justice pour Orphée, continue de prier, de travailler pour cette justice. Ce n'est pas facile, mais soyons des gens baptistes. The collective thus calls on the authorities to seriously consider this issue and reaffirm their determination so that the truth breaks out. Regarding the conclusions we had from Orphée's late father, there has been no real investigation unless you explain to me why an event like this could happen and why those who live nearby weren't truly heard. There is no evidence at all, even though the child was found in a Family members do not give up. To them, the fight continues for the little girl, her dad, and all the other children who are victims of broken innocence. To another sad story, the funeral of the late division officer of Bamenda 2 subdivision, Nicholas Nkongo Machang, has taken place this afternoon at the Limbe Centenary Stadium. The ceremony was attended by several administrative authorities, including the divisional officers of Galim in the West Region, Bamenda 1, Bamenda 3, Tuba, and Bafut subdivisions in the Northwest Region. They gathered to pay their last respect to their fallen colleague. It should be recalled the outgoing divisional officer of Bamenda 2 succumbed to bullet wounds on July 29th after being shot at close range in Limbe. That was on July 17th by armed men Nicholas Machang Congo, before the attack had managed to survive several others in the Northwest Region. Investigation was immediately launched to track down his killers. And also note that the newly appointed commander of the 2nd Joint Military Region, Brigadier General Ngolo Gomba Tobi Gabriel, has paid a working visit in Boya in the southwest region of the country. During his stay, he visited the governor of the southwest region, Bernardo Calabilai, and other top military officials as preparations intensify ahead of the October 12, 2025 presidential election. Rex Afon reports. Brigadier General Ngulungumba Tubi Gabriel, commander of the 2nd Joint Military Region, comprising of the littoral and the southwest regions, has paid a visit to Boya. During his stay in the town, he met in a closed-door tete-a-tete with the governor of the southwest region, Bernard Okaliabilai, for over 45 minutes. Brigadier General Ngulungumba Tobi also had conversations with top military officials of the region to strategize on how to tackle looming insecurity as the presidential elections of October 12 fast approaches. The appointment of the top military official comes on the heels of sporadic attacks perpetrated by armed men in the region, who in recent months have staged several deadly assaults in Fako, notably in Mile 16, Muyuka, Limbe, which even led to the death of a civil administrator from the Northwest region, and most recently Likumba, where a CDC senior field agent and a military officer were killed. Certainly, the commander of the 2nd Joint Military Region has been briefed on all these, and it is left to be seen what measures will be taken in the future in order to address them. Some mayors from the northwest and southwest regions of the country have complained of our government's refusal to comply with the provision of the law which mandates her to allocate 15% of the annual state budget to decentralized structures. This refusal, they say, makes it difficult to run their councils, whose economic activities have been made difficult by the ongoing armed conflicts. They made this conference known during a meeting with officials of the Ministry of Finance in Boya. It was attended by Rex Afon, who now reports. In the northwest and southwest regions, economic activities have been heavily bruised by the ongoing armed conflict. According to municipal authorities, acquiring sufficient funds locally to run council projects have been a daunting task.
With government's inability to respect its own 15% commitment enshrined in the General Code on Decentralization, it makes matters worse. Since the Regional Code of 2019, this was inscribed in the finance law that 15% of the budget will be devolved to the local council for functioning. We have been waiting for the implementation, and up to now, nothing has been done. The lack of the 15% and other resources like CRC that has been paid into council has actually handicapped many councils. During a meeting involving mayors of the Northwest and Southwest regions and authorities of the Ministry of Finance in Boya, the modifications on the 2025 finance law were outlined. Henceforth, accounting, the system will be based on, asset, what we call patrimonial accounting, and budgeting will be based on performance-based budgeting. Henceforth, taxes will be mobilized by the state. 4 months to the close of the year, the implementation phase is still awaited. It's an innovation in the system, so we don't know how effective it's going to be. So we are still waiting at the level of the implementation phase. We have never had the experience before, so we are yet to get the experience and see how effective the new reforms will be of help to municipalities. As we are working and waiting for the state to come, but we know that it's slowly but steadily coming, and we know that we must realize our projects because we know the money will come from the state. The heads of municipalities say government should at least respect the law so that they too can better serve their population. Now, the CureNet scam has entrapped many Cameroonian job seekers with false promises of lucrative employment opportunities abroad. Most of these Cameroonians who are seeking lucrative jobs find themselves stranded in the Federal Republic of Nigeria. Some of them later tend to do slavery. Immaculate Fogwe spoke to a victim and compiled this report. Despite multiple complaints, the CureNet scam continues to devastate Cameroonian job seekers, particularly those desperate for employment opportunities. Many have fallen victim to false promises of lucrative jobs abroad, only to find themselves trapped in the Federal Republic of Nigeria. They take money from young Cameroonians to go work abroad and then hold them captive in Nigeria, forcing them to do odd jobs. On the spot, it's no longer about the proposed job, and the victim's papers, that is, passport and ID cards, are taken away. Victims are forced to lure close relatives to fall into the same trap. I find myself stuck with a group of Cameroonians who demand that I pay them a significant sum of money. Many young Cameroonians aged 18 to 26 years old are currently being held captive. Their parents believe they are working abroad. The network, allegedly led by individuals including Christel Manuel, allegedly based in Italy, Odile Tang, one of the hostesses in charge of welcoming victims at the airport, Benoit Amang, and Mbanga Gili. The scammers exploit Orange Money accounts, specifically using accounts in the names of Exas Jesus Moza and Mojom Nulam to receive payments from desperate victims. Some members of the network have been apprehended by the Nigerian police after a victim managed to escape, but doubts linger about the effectiveness of the justice system in holding the high-ranking members accountable. Let's now talk about incivility and violence that predominates in the commercial and motorbike riding sector. Speaking to some commercial and motorbike riders, they say this is as a result of frustrations they encountered on a daily basis in this sector. This is why some young parliamentarians met with some motorcycle riders in the town of Lumi, the Mungu division of the Litowa region, to educate them on the need to uphold moral values ahead of the presidential elections. Details with Immaculate Fogwe. Careless, rude, disobedient, and aggressive are some of the words many describe bike riders, popularly known as Okada man. According to them, this behavior results from corruption digging deep into our society. Bien se comporter. Si la
Whenever you meet security officers, you present your documents with one hand and money with another. Signatures are no longer free in Cameroon, he adds. What can you possibly tell a man who has been forced to be a bike rider because of corruption? That man who has no money to buy a job for himself, neither can he buy public exams nor get credit from the bank, and yet you talk of morality. Et on leur demande de la morale. Ce n'est pas normal. Reverend Parfait Ekume, promoter of a program at SESCO, was speaking in the course of a seminar organized by junior parliamentarians in the town of Loum to educate bike riders on civility, with main objective instilling moral and civic values among bike riders in Loum, Mongo division of the Littoral region, before, during and after presidential elections. And I think there is time for us or for somebody to stand and teach them that they have their own to do for their country. It's not only to wait what the country has to do for them, but they have their own role to play in it. The bike rider present at the event questioned the authorities on what have been done to help youths be employed and stop them from risking their lives traveling through the desert for greener pasture in foreign countries. These youths, out of frustration, have found themselves on bikes. Lack of employment has rendered many desperate. He goes further to call on the authorities to do something for the youths. Bike riders in Cameroon in general and in Loum in particular already have a bad image because some have been manipulated while others, out of frustration, have become robbers. Authorities concerned are therefore urged to address the issue as soon as possible. That's the end of this 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Do stay posted to more interesting programs on Équinoxe television. Have a nice evening. La fleur signée. Have a nice evening as well. Have a nice evening. Thank you. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision et passez une très belle soirée.